La femme de ménage a sauvé le PDG millionnaire avec une phrase « N'ouvrez pas cette mallette, il y a un… » Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. L'horloge indiquait 3h15 du matin lorsqu'Élise poussa son chariot de nettoyage le long des couloirs silencieux du 40e étage de l'immeuble Horizon. Ses pas résonnaient doucement sur le sol de marbre poli, tandis qu'elle accomplissait sa routine habituelle à l'étage des dirigeants d'Horizon Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Après 3 ans à travailler pendant le service de nuit, elle connaissait chaque recoin, chaque détail de cet endroit comme sa poche. L'environnement était son confident silencieux, témoin muet de ses rêves gardés secrets. Pendant les longues nuits de travail, alors qu'elle nettoyait les immenses baies vitrées qui révélaient la ville illuminée en contrebas, Élise se permettait de rêver. Elle s'imaginait assise à l'un de ses bureaux design, créant des maquettes et des logos sur un ordinateur dernier cri. Le désir de suivre des études de design graphique pulsait encore dans sa poitrine, même si la réalité la maintenait fermement ancrée dans son uniforme bleu clair et ses gants en caoutchouc. La nécessité parlait plus fort que les rêves. À la maison, sa mère, Madame Solange, luttait contre une maladie dégénérative qui consumait non seulement sa mobilité, mais aussi une bonne partie du modeste salaire d'Élise en médicaments coûteux et consultations médicales. Le petit appartement où elle vivait, dans la banlieue de la ville, était entretenu uniquement grâce à son travail d'agent d'entretien. Cette nuit-là, quelque chose était différent. L'air semblait plus dense, chargé d'une énergie inhabituelle pour une heure où l'immeuble dormait normalement. Élise remarqua des lumières allumées dans la salle de réunion principale, chose extrêmement rare à cette heure. La réunion du conseil n'était prévue que pour le lendemain, un événement qui avait animé l'immeuble toute la semaine précédente. S'approchant silencieusement de la salle de réunion, Élise commença à distinguer des voix étouffées. Des années de travail nocturne avaient aiguisé ses sens, et quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas une simple réunion de travail hors des heures habituelles. Poussée par une curiosité qu'elle-même ne pouvait expliquer, elle se positionna stratégiquement derrière une grande fougère décorative. Le dispositif est programmé. Demain, quand il ouvrira la mallette pendant la présentation, ce sera la fin de sa carrière, dit une voix grave qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Tu es sûr qu'on ne pourra pas remonter jusqu'à nous ?» questionna une autre voix, plus anxieuse. « Impossible. Tout a été planifié dans les moindres détails. Le PDG va tomber et la faute retombera entièrement sur lui. Personne ne soupçonnera rien. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Les mots étaient comme les pièces d'un puzzle sinistre qui s'assemblaient dans son esprit. Même sans comprendre complètement ce qui était en jeu, son instinct lui criait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Pour la première fois en 3 ans de travail invisible, elle sentait qu'elle devait faire plus que simplement nettoyer et observer. Les mains légèrement tremblantes, elle sortit son téléphone portable de sa poche et, avec le maximum de discrétion possible, commença à enregistrer la conversation. Elle ne savait pas exactement quoi faire de cette information, mais quelque chose lui disait qu'elle devait garder une trace de ce moment. Les voix continuèrent pendant quelques minutes, discutant de détails techniques qu'elle ne comprenait pas totalement, mais chaque mot semblait porter le poids d'une conspiration qui allait bien au-delà de sa compréhension. Lorsque les voix commencèrent à s'approcher de la porte, Élise s'éloigna rapidement, poussant son chariot de nettoyage vers le couloir adjacent. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre dans le silence de la nuit. Elle fit semblant d'être concentrée sur le nettoyage d'un pot de fleurs lorsque 3 hommes en costume passèrent devant elle sans même la remarquer. Comme toujours, pour eux, elle n'était qu'une employée de ménage de plus, invisible comme une ombre dans la nuit. Le reste de la nuit s'éternisa pour Élise. Ses mains exécutaient automatiquement les tâches routinières, mais son esprit était en ébullition, revivant chaque mot qu'elle avait entendu. Le soleil commençait à poindre à l'horizon lorsque son service prit enfin fin, mais contrairement aux autres jours, elle ne rentra pas directement chez elle. Assise sur l'un des bancs du hall principal, elle observait le mouvement croissant des cadres et employés qui arrivaient pour une nouvelle journée de travail. Vêtue de vêtements ordinaires qu'elle avait apportés dans son sac à dos, elle ressemblait simplement à une personne attendant un rendez-vous. Sa décision était prise,
Elle devait trouver un moyen d'alerter le PDG du danger qui l'attendait. L'horloge marquait exactement 8h45 lorsque l'agitation dans le hall s'intensifia. Élise reconnut immédiatement la silhouette imposante de Gabriel Dupont, le PDG d'Horizon Tech, traversant les portes tournantes accompagné de son équipe de sécurité. C'était maintenant ou jamais. Le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine, elle se leva et marcha d'un pas décidé vers le groupe. « Monsieur Dupont !» appela-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Je dois vous parler. C'est urgent. » Les gardes du corps se positionnèrent immédiatement entre elle et le PDG, mais quelque chose dans le ton de sa voix fit que Gabriel Dupont s'arrêta et la regarda avec curiosité. De quoi s'agit-il? C'est, à propos de la réunion d'aujourd'hui, la mallette que vous allez recevoir. Il y a un dispositif à l'intérieur. J'ai entendu une conversation hier soir. Ils ont planifié quelque chose contre vous. Le hall sembla se figer un instant. Les agents de sécurité échangèrent des regards tendus et Élise pouvait sentir des dizaines d'yeux tourner dans sa direction. Le PDG, cependant, conserva un visage serein, tout en l'étudiant attentivement. « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-il. Sa voix calme mais chargée d'autorité. « Je travaille au nettoyage, service de nuit. J'ai entendu une conversation dans la salle de réunion du 40e étage, vers 3 heures du matin. J'ai même un enregistrement, hésita-t-elle, prenant son téléphone d'une main tremblante. Gabriel Dupont fit un geste à ses gardes du corps, qui relâchèrent légèrement leur posture défensive. « Accompagnez-moi jusqu'à mon bureau, dit-il, surprenant tout le monde. Jean-Pierre, appelez l'équipe de sécurité interne, maintenant. » Quelques minutes plus tard, Élise se retrouva assise dans un fauteuil en cuir dans l'immense bureau de la présidence, un environnement qu'elle n'aurait jamais imaginé connaître de l'intérieur. Pendant qu'elle diffusait l'enregistrement sur son téléphone, elle observait les expressions des personnes présentes se transformer graduellement. Le chef de la sécurité prenait des notes frénétiques, tandis que d'autres cadres parlaient au téléphone d'un ton urgent. « Avez-vous reconnu l'une des voix ?» demanda le chef de la sécurité, après avoir écouté l'enregistrement pour la 3e fois. Élise hésita un moment. L'une des voix avait éveillé un souvenir lointain, quelque chose de son passé qu'elle ne parvenait pas à situer exactement. Et il y en a une qui me semble familière, mais je n'arrive pas à identifier d'où. La journée qui devait être celle d'une simple réunion du conseil se transforma en un tourbillon d'activités. Une équipe spécialisée fut appelée pour examiner la mallette qui devait être remise au PDG pendant la présentation. Élise resta dans le bureau, répondant aux questions et passant en revue chaque détail de ce qu'elle avait vu. Ce fut, pendant l'une de ces conversations, que la mémoire se cristallisa enfin. L'un des hommes qui était passé devant elle dans le couloir, le plus grand avec un badge caractéristique sur le revers. Ce n'était pas seulement un cadre quelconque, c'était Marcel Rivière, son ancien camarade d'école, celui qui disait souvent que des gens comme elle ne servaient qu'à nettoyer le sol des autres. Le même qui avait obtenu un poste important dans l'entreprise grâce à des relations familiales. La révélation de l'identité de Marcel Rivière provoqua chez Élise une avalanche de souvenirs. Assise dans une salle réservée du département de sécurité, en attendant de nouvelles instructions, son esprit errait dans les couloirs du lycée national où elle avait étudié. Marcel était l'élève populaire typique, fils d'entrepreneur, qui prenait plaisir à humilier les boursiers. Élise, qui avait obtenu sa place grâce à beaucoup d'efforts et d'excellentes notes, était l'une de ses cibles préférées. « Pouvez-vous confirmer son identité sur cette photo ?» demanda Sophie Moreau, l'enquêtrice en chef de la sécurité. Interne, lui tendant une tablette avec la photo de Marcel lors d'une réunion récente. Élise acquiesça, sentant un nœud dans l'estomac. « Oui, c'est lui. Il portait le même badge doré sur le revers hier soir. » L'enquêtrice prit quelques notes sur son ordinateur portable avant de poursuivre. « Mademoiselle Élise, vous devez comprendre la gravité de la situation. Monsieur Rivière est le directeur financier adjoint de l'entreprise. Une accusation de cette ampleur... » « Je sais ce que j'ai entendu, » interrompit Élise, sa voix ferme. « Et je suis sûre de ce que j'ai vu. Il était là, avec 2 autres hommes. » À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit et Gabriel Dupont entra, accompagné d'un homme plus âgé qu'Élise, reconnu comme étant Albert Valéry, président du conseil. Le PDG semblait tendu, mais gardait la composition caractéristique. « L'équipe technique a confirmé », annonça Dupont sans préambule.
Il y avait un dispositif sophistiqué à l'intérieur de la mallette. S'il avait été activé pendant la présentation, il aurait provoqué un court-circuit dans tout le système de données de la salle du Conseil. Des années de projets et d'informations confidentielles auraient été perdues. Élise sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La gravité de la situation commençait à devenir encore plus claire. « Mais il y a quelque chose qui ne colle pas », continua Valérie, ajustant ses lunettes à monture dorée. Comment Marcel aurait-il eu accès à une technologie aussi avancée et pourquoi choisir précisément ce moment? La réponse vint d'un coup frappé à la porte. Un jeune analyste de sécurité entra précipitamment, portant un dossier. « Messieurs, nous avons trouvé quelque chose sur les caméras de sécurité du parking. Ces dernières semaines, M. Rivière a eu des rencontres régulières avec des représentants de TechVision. » Le nom provoqua un lourd silence dans la salle. TechVision était le principal concurrent d'Horizon Tech, connu pour ses tactiques agressives. « Cas de marché. La réunion d'aujourd'hui, » murmura Dupont, passant la main sur son visage. « Nous allions présenter le projet Aurore, 3 ans de recherche en intelligence artificielle. Ce devait être notre grand bond sur le marché. » Élise observait l'échange d'informations en essayant de tout assimiler. Dans ses mains, elle tenait encore le badge temporaire de visiteur qu'on lui avait donné. Soudain, elle sentit le poids d'être impliquée dans quelque chose de bien, plus grand qu'elle ne l'imaginait. « Nous devons agir avec prudence », avertit Sophie. « Si Marcel se rend compte que nous avons découvert… » Une alerte sur son ordinateur l'interrompit. « Monsieur Dupont, Marcel vient d'accéder au système principal de l'entreprise. Il essaie de transférer des fichiers vers un serveur externe. »« Bloqué. »« Tout » ordonna Dupont, saisissant déjà son téléphone. « Et appelez la sécurité pour… » « Attendez » interrompit Élise, surprenant tout le monde. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Marcel. Quelque chose de notre passé qui pourrait expliquer beaucoup de choses. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Élise respira profondément, organisant ses souvenirs. En dernière année de lycée, il y a eu un concours de technologie. Marcel et moi étions les finalistes. Mon projet était un logiciel d'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Le sien, eh bien, j'ai découvert qu'il avait acheté le projet tout fait à un étudiant universitaire. « Et que s'est-il passé ?» demanda Valérie intéressée. « J'avais des preuves, des emails, des reçus de paiement. Mais la veille de la présentation finale, Marcel est venu me voir. Il m'a offert de l'argent pour que j'abandonne. Il a dit que son père avait des contacts, qu'il pourrait m'obtenir une bourse dans n'importe quelle université. J'ai refusé. » Élise fit une pause, se rappelant ce moment. Le lendemain, mon projet avait simplement disparu du système de l'école, toutes les sauvegardes effacées. Marcel a remporté le concours, a obtenu une place garantie dans la meilleure université de technologie du pays. Et moi, eh bien, la vie a pris un autre tournant. La journée avançait rapidement tandis que l'enquête s'approfondissait. Élise avait été transférée dans une salle plus isolée, où une équipe de sécurité surveillait ses activités. L'histoire du concours scolaire avait ouvert de nouvelles perspectives sur l'affaire, révélant un modèle de comportement qui s'étendait sur des années. « Nous avons trouvé autre chose », annonça Richard, l'un des analystes système, entrant dans la salle avec un ordinateur portable. Au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs accès suspects au système de l'entreprise, tous provenant de terminaux différents, mais avec un modèle similaire à celui que Marcel utilisait. Sophie étudia attentivement les données présentées. Il préparait cela depuis longtemps, collectant des informations, étudiant les routines, et il n'est probablement pas seul, compléta Élise, se souvenant des autres voix qu'elle avait entendues la nuit précédente. Un agent de sécurité entra précipitamment dans la salle. Marcel n'est plus dans le bâtiment. Il est parti il y a environ 20 minutes, invoquant une urgence familiale. Le téléphone d'Élise vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu glaça son sang. Les femmes de ménage devraient se préoccuper uniquement de garder le sol propre. Les personnes curieuses ont souvent des accidents désagréables. Elle montra le message à Sophie, qui activa immédiatement une équipe de traçage. Mais ce n'était pas seulement la menace qui inquiétait Élise. Son service était terminé depuis des heures, et sa mère, Madame Solange, serait certainement inquiète de son absence. « Je dois appeler ma mère, dit-elle, essayant de rester calme. Elle est malade. »
« Faites utiliser ce téléphone », offrit Sophie, lui remettant un appareil sécurisé. « Nous ne savons pas si votre téléphone est compromis. » Cependant, l'appel resta sans réponse. Élise essaya plusieurs fois, sentant l'anxiété grandir à chaque sonnerie sans réponse. C'est alors qu'elle reçut un autre message, cette fois avec une photo qui fit s'arrêter son cœur. C'était la porte de son appartement, entr'ouverte. « Nous devons aller chez moi », dit-elle, se levant brusquement. « Maintenant !» Sophie organisa rapidement une équipe. En quelques minutes, ils étaient en route vers le modeste ensemble résidentiel où Élise vivait avec sa mère. Pendant le trajet, 2 autres messages arrivèrent. « Votre mère est une dame très sympathique. » Et « Combien vaut le silence d'une femme de ménage ?» L'appartement était sans dessus-dessous quand ils arrivèrent. Tiroir ouvert, papiers éparpillés et une note sur la table de la cuisine. « Vous avez 24 heures pour démentir tout ce que vous avez dit. Votre mère est entre de bonnes mains. Pour l'instant. » Élise sentit ses jambes faiblir. Sophie la soutint rapidement, la conduisant vers une chaise. L'équipe de sécurité commença à fouiller l'appartement à la recherche d'indices, tandis que des experts étaient appelés pour collecter des preuves. « Nous allons la retrouver », assura Sophie, serrant légèrement l'épaule d'Élise. « Mais pour l'instant, vous devez venir avec nous. Ce n'est pas sûr de rester ici. » C'est à ce moment qu'une voix familière retentit depuis la porte. « Je peux peut-être aider. » Élise se retourna pour trouver Jean, l'employé de maintenance, qui la saluait toujours pendant ses rondes nocturnes. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une assurance qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Je ne suis pas seulement un technicien de maintenance », révéla-t-il, montrant un badge. « Je suis, ou plutôt j'étais, analyste en cybersécurité. Je suis infiltré depuis des mois, enquêtant sur des irrégularités dans les systèmes de l'entreprise. Et je crois savoir où votre mère pourrait être. » Jean conduisit Élise et l'équipe de sécurité jusqu'à une salle réservée dans le bâtiment d'Horizon Tech. Son visage était sérieux, tandis qu'il connectait son ordinateur portable au réseau sécurisé de l'entreprise. Sur l'écran, divers programmes de surveillance affichaient des données en temps réel. « Il y a 5 ans, j'étais le chef de l'équipe de cybersécurité de TechVision », commença-t-il, ses doigts dansant habilement sur le clavier. « J'ai découvert un système d'espionnage industriel qui impliquait de hauts dirigeants. Quand j'ai essayé de le dénoncer, j'ai été réduit au silence. Ils ont planté de fausses preuves contre moi, détruit ma réputation. J'ai tout perdu, carrière, crédibilité, famille. » Élise observait attentivement pendant que Jean accédait à divers fichiers cryptés. Sophie et son équipe restaient en alerte, enregistrant chaque information. « J'ai passé les dernières années à recueillir des preuves, à reconstituer le puzzle. J'ai obtenu ce poste de technicien de maintenance pour enquêter de près. Et ce n'est pas une coïncidence si j'ai choisi le service de nuit. » Il lança un regard significatif à Élise. « J'ai observé votre travail, votre discrétion. Je savais qu'à un moment donné, il commettrait une erreur. »« Mais quel rapport avec ma mère ?» demanda Élise angoissée. « Marcel n'agit pas seul. Il n'est qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand. TechVision possède un réseau de planques dans la ville, utilisé pour des opérations douteuses. L'une d'elles se trouve à moins de 2 km d'ici. » Sophie commença immédiatement à mobiliser son équipe, mais Jean l'interrompit. « Ce n'est pas si simple. Ils ont un système de sécurité sophistiqué. Au moindre mouvement suspect et... »« Et que suggérez-vous » questionna Sophie visiblement tendue. « J'ai un plan, » répondit Jean, ouvrant un plan d'étage sur l'ordinateur. « Mais nous aurons besoin de l'aide d'Élise. Son expérience de chaque recoin de cet immeuble peut être cruciale. » Élise sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Pendant 3 ans, elle s'était déplacée comme une ombre dans ces couloirs, observant, apprenant, mémorisant chaque détail. Maintenant, cette connaissance pourrait être la clé pour sauver sa mère. « Il y a autre chose que vous devez voir, » dit Jean, accédant à un dossier protégé. « Ces derniers mois, j'ai identifié un schéma dans les communications entre Marcel et d'autres cadres. Ils utilisaient un système de messages codés, caché dans des fichiers apparemment ordinaires de maintenance. Sur l'écran apparut une série de rapports techniques. À première vue, ils semblaient être des documents routiniers sur l'entretien des équipements. Mais Jean commença à mettre en évidence des mots spécifiques, révélant un code sophistiqué. Chaque rapport contient des instructions cachées. Date, lieu, valeur, c'est ainsi qu'ils communiquent sans éveiller les soupçons.
Et regardez ceci, il agrandit l'un des fichiers. Ce rapport, daté d'il y a 3 jours, mentionne une opération de nettoyage complet, programmée pour aujourd'hui, exactement après la réunion du Conseil. Il ne prévoyait pas seulement de saboter la présentation, conclut Sophie, les yeux écarquillés. Il voulait effacer toute trace ensuite. Élise sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en comprenant la véritable dimension de la conspiration. Son acte de courage en dénonçant ce qu'elle avait entendu n'avait pas seulement empêché un sabotage, il avait démantelé un plan beaucoup plus sinistre. « Il y a encore une chose, » dit Jean, sa voix prenant un ton encore plus sérieux. « J'ai trouvé des registres de transferts bancaires significatifs vers une société écran. Ce qui est intéressant, c'est que cette société est enregistrée à la même adresse où je crois que votre mère se trouve. » À ce moment, le téléphone sécurisé d'Élise vibra à nouveau. C'était un autre message du numéro inconnu, mais cette fois, il contenait seulement un fichier audio. Quand ils le diffusèrent, la voix de Madame Solange résonna clairement. « Élise, ma fille, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, fais ce que tu dois faire. » Le message de Madame Solange, au lieu d'apporter seulement de l'inquiétude, alluma une étincelle d'espoir chez Élise. Sa mère était vivante et, apparemment, assez lucide pour envoyer un message codé. « Fais ce que tu dois faire » était une phrase qu'elles utilisaient entre elles lorsqu'elles affrontaient des moments difficiles. « Votre mère est plus intelligente qu'il ne l'imagine », observa Jean, analysant le fichier audio sur son ordinateur. « L'arrière-plan de l'audio a un modèle d'interférence spécifique. Je peux l'utiliser pour essayer de trianguler l'emplacement exact. » Sophie coordonnait son équipe via des communicateurs discrets préparant une opération secrète. « Nous devons agir avec une extrême prudence. Si Marcel ou ses complices suspectent que nous nous approchons... »« J'ai une idée, » interrompit Élise. Des années d'observation silencieuse se transformant enfin en un plan. Demain, c'est le jour de la maintenance générale du système de caméras de l'immeuble. C'est quand nous faisons le nettoyage en profondeur des étages de direction, car les caméras sont éteintes pendant 2 heures. Jean comprit immédiatement où elle voulait en venir. Et Marcel va certainement essayer d'utiliser cette fenêtre d'opportunité pour accéder au système principal, pensant qu'il ne sera pas détecté. « Exactement, » continua Élise. « Mais et si, au lieu d'attendre qu'il agisse, nous créions une situation qui le force à révéler sa prochaine étape ?» La salle plongea dans un silence contemplatif, tandis qu'Élise exposait son plan. Des années à travailler dans l'ombre lui avaient donné une connaissance unique des routines et des vulnérabilités du bâtiment. Chaque détail apparemment insignifiant qu'elle avait enregistré dans son esprit se révélait maintenant précieux. Pendant la maintenance, les cadres utilisent généralement l'escalier de secours du côté ouest pour circuler entre les étages, puisque les ascenseurs principaux passent aussi par une vérification, expliqua-t-elle. Il y a un angle mort dans cet escalier, entre le 38e et le 39e étage. C'est là que les agents de sécurité font habituellement leur pause café non officielle. Jean compléta. Et c'est précisément dans ce tronçon qu'existe l'un des rares points d'accès direct au serveur principal de l'entreprise. Théoriquement, c'est un accès uniquement pour les urgences, mais quelqu'un avec une connaissance interne pourrait l'utiliser, conclut Sophie, commençant à visualiser les possibilités. Le plan commença à prendre forme. Ils utiliseraient la maintenance programmée comme couverture pour une opération plus complexe. Tandis que Marcel penserait profiter d'une vulnérabilité du système, il tomberait en réalité dans un piège soigneusement élaboré. « Nous avons besoin de quelque chose qui l'attire avec certitude, » réfléchit Sophie. « Quelque chose d'assez important pour qu'il ne puisse pas résister. » « Le projet Aurore, » suggéra Élise. « Vous pourriez faire fuiter l'information qu'une copie complète sera temporairement vulnérable pendant la maintenance. » Jean tapait, déjà frénétiquement sur son clavier. « Je peux créer une fausse piste d'accès, quelque chose qui ressemble à une erreur de configuration laissée par un technicien négligent. Connaissant Marcel, il va essayer d'utiliser cela pour terminer ce qu'il n'a pas réussi aujourd'hui. » L'équipe travailla pendant les heures suivantes, affinant chaque détail du plan. Élise contribuait avec sa connaissance unique des routines de l'immeuble, tandis que Jean préparait l'environnement numérique parfait pour le piège. Sophie coordonnait la logistique, positionnant stratégiquement son équipe. Au milieu des préparatifs,
Élise reçut un autre message. Cette fois, c'était une photo de sa mère, assise sur une chaise, lisant un journal. Le détail qui attira son attention n'était pas la date du journal, clairement visible pour prouver que la photo était récente, mais la petite broche en forme de papillon que portait Madame Solange. Un code particulier entre mère et fille, signifiant « je suis attentive, j'agis ». Tandis que l'équipe de sécurité finalisait les préparatifs pour l'opération du lendemain, Élise ne pouvait détacher les yeux de la photo de sa mère. La broche papillon n'était pas seulement un accessoire, elle faisait partie d'un code qu'elles avaient développé au fil des ans, une forme de communication silencieuse dans les moments difficiles. « Il y a autre chose dans cette photo », dit Élise, rapprochant l'image sur le moniteur. « Ma mère essaie de nous dire quelque chose. » Jean ajusta les paramètres de visualisation, augmentant le contraste. « Le journal qu'elle lit, pouvez-vous voir le nom de la section ?»« Petites annonces », répondit Élise, sentant son cœur s'accélérer. « Nous faisions toujours des mots, croisés ensemble dans cette section. C'était notre façon d'entraîner mon vocabulaire quand j'étais enfant. » Sophie s'approcha, intéressée. « Et cela signifie quelque chose de précis ?»« Cela signifie qu'elle veut que je cherche des indices. Dans les petites annonces, » expliqua Élise. « Et il y a plus. La broche papillon est tournée vers la gauche. Nous faisions cela quand nous voulions indiquer que quelque chose d'important était caché quelque part. » Jeanne accéda rapidement à la version numérique du journal du jour. Dans la section des petites annonces, une petite annonce attira l'attention d'Élise. « Vend collection de porcelaines anciennes. Collection Papillon Bleu, intéressé appelé... »« C'est ça !» s'exclama Élise. « Papillon Bleu était le nom que j'avais donné à mon projet de logiciel au lycée, celui que Marcel a saboté. Ma mère essaie de nous dire quelque chose sur cette époque. » La révélation déclencha une nouvelle piste d'enquête. Jean commença à fouiller dans les anciens registres du lycée, tandis que Sophie mobilisait une équipe pour analyser les activités récentes de Marcel liées à cette période. « Regardez ça !» appela Jean, après quelques minutes de recherche. Intense. « J'ai trouvé des registres de transferts bancaires suspects effectués à l'époque du concours. L'argent est sorti d'un compte d'entreprise pour atterrir dans un compte offshore. Et devinez quoi? La même structure financière est utilisée maintenant. » Élise sentit un frisson en réalisant comment tout était connecté. Il n'a jamais changé sa méthode, il l'a simplement perfectionnée. « Et il y a plus », continua Jean, accédant à de nouveaux fichiers. L'entreprise qui apparaît dans ces anciens registres a le même modèle de nomenclature que les sociétés écrans que nous avons identifiés dans les documents récents. C'est comme s'il utilisait le même schéma depuis des années, compléta Sophie, mais maintenant à une échelle beaucoup plus grande. Une alerte silencieuse clignotait sur l'ordinateur de Jean. Quelqu'un essayait d'accéder à distance au système de l'entreprise. L'adresse IP fut rapidement tracée jusqu'à un hôtel de luxe au centre-ville. « C'est lui », confirma Jean. Marcel essaie d'effacer ses traces. Élise observait les moniteurs avec un mélange d'appréhension et de détermination. Chaque nouvelle information n'aidait pas seulement à assembler le puzzle du présent, mais éclairait également d'anciennes blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. « Il y a une chose qui n'a toujours pas de sens, » dit-elle pensive. « Pourquoi maintenant? Pourquoi tout risquer précisément à ce moment ?» La réponse vint à travers un fichier que Jean venait de décrypter. C'était un ancien email envoyé d'un compte anonyme à Marcel, daté de quelques semaines avant Ama, le concours scolaire. Le contenu était clair. Gardez la fille à l'écart. Elle est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Si ce logiciel est présenté, tout notre plan de plusieurs années pourrait tomber à l'eau. Ce n'était pas seulement une question de gagner un concours scolaire, murmura Élise, sentant les pièces s'emboîter. Mon projet d'accessibilité, il a dû réaliser que le code que j'avais développé pourrait exposer des vulnérabilités dans d'autres systèmes. Jean acquiesça, comprenant. Et maintenant, avec le projet Aurore sur le point d'être lancé, il craignait que vous, même en travaillant au nettoyage, puissiez à nouveau représenter une menace. Vous avez toujours été trop observatrice à son goût. La nuit avançait, tandis que l'équipe poursuivait son travail méticuleux. Élise avait réussi à prendre quelques heures de repos dans une salle spécialement préparée pour elle, mais son sommeil fut agité, peuplé de souvenirs du passé, qui prenaient maintenant de nouvelles significations. Elle se réveilla en sursaut avec une idée. « Jean !» appela-t-elle, courant vers la salle des opérations. « Je dois vérifier. »
Quelque chose dans le local de stockage du 40e étage. Sophie, qui n'avait pas quitté son poste, la regarda intriguée. Qu'y a-t-il là-bas? Pendant mes rondes, j'ai toujours remarqué que Marcel laissait des post-it à des endroits spécifiques. À l'époque, je pensais que c'était juste une manie d'organisation, mais maintenant, Jean comprit immédiatement. Point de communication physique, intelligent, pas de traces numériques. Élise les guida à travers les couloirs silencieux jusqu'au local de stockage. Avec la précision de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de l'endroit, elle alla directement à une étagère spécifique, derrière des boîtes de fournitures de bureau. Là, partiellement caché, se trouvait un petit tableau d'affichage. « Regardez les motifs », indiqua-t-elle. « Les couleurs des post-it, la façon dont ils sont organisés. Ce n'est pas aléatoire. » Jing photographia le tableau avec un appareil spécial. « Je peux lancer un programme de reconnaissance de motifs. S'il y a un code... » « Attendez, » interrompit Élise, touchant l'un des papiers jaunes. « Il y a quelque chose de différent dans la texture. » Sophie s'approcha avec une lumière ultraviolette. Sous le faisceau bleuâtre apparurent des caractères invisibles à l'œil nu. « Coordonnées » murmura-t-elle. « Et une séquence de chiffres. On dirait des codes d'accès. » observa Jean, tapant déjà sur sa tablette. « Et ils correspondent à une zone industrielle à l'ouest de la ville. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « Le même endroit où nous pensons que ma mère se trouve. »« Proche, » répondit Jean. « Mais cela nous donne quelque chose de plus important. La confirmation du modèle opérationnel qu'ils utilisent. » En retournant vers la salle des opérations, Élise remarqua quelque chose de différent dans l'environnement. Plus de personnes étaient arrivées, dont certains visages qu'elle reconnut des journaux télévisés, des membres de la haute direction de l'entreprise. Gabriel Dupont était parmi eux, conversant à voix basse avec Albert Valéry. En voyant Élise, il fit un geste pour qu'elle s'approche. « Mademoiselle Élise », commença-t-il, sa voix portant un ton de respect qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. « Ce que nous avons découvert va bien au-delà d'une simple tentative de sabotage. Cela pourrait changer tout le marché de la technologie du pays. » Valéry compléta. « La question maintenant est, quelle part de l'opération de demain pouvons-nous partager avec les autorités sans compromettre la sécurité de votre mère ?» C'était une question qui pesait dans l'air. Élise regarda les moniteurs, où données et images continuèrent d'être traitées. Sur l'un des écrans, la photo de sa mère avec la broche papillon semblait la fixer. « Ma mère m'a toujours appris que la vérité a son propre timing, » dit-elle, surprenant tout le monde par sa fermeté. Et elle nous dit, à travers cette broche, que ce n'est pas encore le moment de montrer toutes nos cartes. Jean, qui avait terminé d'analyser les codes trouvés, se joignit à la conversation. Élise a raison. Nous avons des preuves qu'il y a plus de personnes impliquées, certaines à des postes très élevés, si nous agissons précipitamment. Nous pouvons tout perdre, compléta Sophie, y compris Madame Solange. Un nouveau message arriva sur le téléphone sécurisé d'Élise. C'était une autre photo de sa mère, cette fois la montrant en train de ranger une étagère de livres. Pour n'importe qui, cela semblerait une image banale, mais Élise reconnut immédiatement les titres des livres. C'étaient les mêmes qu'elle utilisait pour étudier la programmation à l'adolescence. Élise ne pouvait détacher les yeux des livres sur l'étagère de la photo. Algorithme de base, introduction à la programmation, structure de données. C'étaient plus que de simples livres, c'étaient des fragments d'un rêve interrompu. Mais il y avait quelque chose de plus là, quelque chose que sa mère voulait qu'elle voie. « Que les livres sont dans le désordre », murmura-t-elle, rapprochant l'image. « Ma mère est obsédée par l'organisation. Elle ne laisserait jamais. » Jean s'approcha, intéressé. Quel serait l'ordre correct? Élise commença à énumérer les titres dans la séquence qu'elle gardait toujours. D'abord introduction, puis algorithme, structure. Ses yeux s'écarquillèrent. Les initiales. IAS. IAS, questionna Sophie, confuse. Institut d'automatisation et système, s'exclama Jean, ses doigts volant sur le clavier. C'est l'un des principaux centres de recherche en technologie du pays. Et devinez quoi? TechVision vient de conclure un partenariat avec eux. Gabriel Dupont, qui suivait tout de près, pâlit. Le projet Aurore. Une partie de la recherche a été développée en partenariat avec l'IAS. Et ce n'est pas tout, continua Jean, accédant à plus de fichiers. L'institut est situé à moins d'1 kilomètre de l'adresse que nous avons identifiée précédemment. En fait, il a grandi
Carte sur l'écran principal, tout ce complexe industriel est relié par des tunnels souterrains datant de l'époque de la construction. Élise sentit un frisson en réalisant l'ampleur de la conspiration. Alors il ne s'agit pas seulement de voler le projet. Ils veulent la recherche complète, des années de développement, pour répliquer et déposer un brevet en premier, compléta Albert Valéry, sa voix chargée d'inquiétude. S'ils réussissent, ils peuvent non seulement nous dépasser sur le marché, mais établir un monopole technologique. Sophie, qui coordonnait son équipe via un communicateur discret, intervint. Nous venons de recevoir des informations de la surveillance. Marcel a passé 3 appels au cours des 20 dernières minutes, tous vers des numéros enregistrés au nom de l'IAS. Et il y a plus, ajouta Jean, analysant les données en temps réel. Les accès que nous avons détectés plus tôt, ils n'essayaient pas seulement d'effacer ces traces. Ils créaient une fausse piste, dirigeant les soupçons ailleurs. Élise observait les moniteurs avec une attention renouvelée. Des années à travailler en coulisses avaient aiguisé sa capacité à percevoir des modèles, à remarquer de petits détails que d'autres pourraient négliger. C'est alors que quelque chose attira son attention sur l'un des écrans secondaires. « Ce code-là », pointa-t-elle. « Il est similaire à celui que j'ai développé dans le projet du lycée. La structure de base est presque identique. » Jean agrandit la section indiquée. « Impossible, à moins qu'il n'ait regardé mon code tout ce temps, » compléta Élise, ressentant un mélange de colère et de validation. Ils n'ont pas seulement volé mon projet, ils ont continué à le développer en secret. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'implications. Gabriel Dupont fut le premier à le rompre. Cela change tout. Nous ne traitons pas seulement avec de l'espionnage industriel actuel. C'est un système qui se construit depuis des années, depuis qu'ils ont réalisé le potentiel de mon logiciel d'accessibilité, dit Élise. Un programme que j'ai créé pour aider les personnes, transformé en un outil pour ça. À ce moment, un autre message arriva sur le téléphone sécurisé. C'était une courte vidéo de Madame Solange, apparemment enregistrée dans le même environnement que les photos précédentes. Elle feuilletait l'un des livres de programmation et pendant un bref instant, la caméra se focalisa sur une page spécifique. Élise reconnut immédiatement le chapitre « Structure de protection et sécurité ». La nuit avançait tandis que l'équipe travaillait sans relâche, traitant chaque nouvelle information qui émergeait. Élise, même épuisée, ne pouvait s'empêcher de penser à la signification de la dernière vidéo de sa mère. Structure de protection et sécurité n'était pas seulement un chapitre du livre, c'était un message codé. « Ma mère nous dit qu'elle est protégée », expliqua-t-elle, après un moment de réflexion. « Et plus que cela, elle est à l'intérieur de leur système de sécurité. » Jean leva les yeux de son ordinateur, intrigué. « Comment ça ?»« Réfléchissez bien, » continua Élise. « Chaque message que nous avons reçu, chaque photo, chaque vidéo, tous sont parfaitement cadrés, bien éclairés, comme si quelqu'un facilitait la communication, » compléta Sophie, comprenant. « Votre mère a un allié là-bas. » La théorie prit de l'ampleur lorsque Jean analysa les métadonnées des images. Toutes ont été prises avec le même appareil, probablement un téléphone portable de dernière génération. Et regardez ça, il agrandit quelques détails techniques. Le GPS était actif sur toutes. Il voulait qu'on les localise, m'a conclu Élise. Il nous donnait des coordonnées précises tout le temps. Gabriel Dupont, qui était sorti pour une série d'appels urgents, revint dans la salle avec des nouvelles. J'ai obtenu des informations sur l'IAS. Ces derniers mois, ils ont embauché une nouvelle équipe de sécurité. Et devinez qui est aux commandes? Laissez-moi deviner, dit Jean, tapant déjà sur son ordinateur. Quelqu'un lié à TechVision. Mieux, répondit Dupont, projetant un document sur l'écran principal. Richard Rivière, frère de Marcel Rivière. Il a changé de nom, il y a des années, probablement pour éviter des connexions évidentes. Élise sentit son estomac se retourner. La toile de conspiration était encore plus complexe qu'il ne l'imaginait. Mais il y avait quelque chose dans cette nouvelle information qui éveilla un souvenir lointain. « Richard » murmura-t-elle. Il était aussi au lycée. Il avait quelques années de plus, président du club de technologie. C'est lui qui... Sa voix faiblit un moment. C'est lui qui a aidé à saboter mon projet original. Jean commença immédiatement à croiser les données. Cela explique la sophistication du système.
Richard a un historique en sécurité numérique. S'il est impliqué, il sait exactement comment créer et exploiter des vulnérabilités, compléta Sophie. Le téléphone d'Élise vibra à nouveau. Cette fois, c'était un simple message texte. Le papillon revient toujours au jardin qu'il connaît. C'était une phrase que sa mère disait souvent, quand Élise était frustrée par un problème de programmation à l'adolescence. Le jardin, chuchota Élise, sentant son cœur s'accélérer. La terrasse. Tous la regardèrent, confus. Au lycée, je programmais souvent sur la terrasse jardin. C'était mon endroit spécial, loin des regards de Marcel et ses amis. C'est là que j'ai développé la majeure partie de mon projet. Jean comprit immédiatement. Et vous gardiez des sauvegardes? Oui, mais pas de façon conventionnelle, répondit Élise, un sourire commençant à se former sur ses lèvres. Je transformais le code en séquences numériques et je les cachais dans des problèmes de mathématiques. Je gardais tout dans un cahier ordinaire, comme s'il s'agissait d'exercices scolaires. Un cahier que personne ne penserait à chercher, dit Sophie admirative. Et qui doit être encore aujourd'hui à la bibliothèque du lycée, compléta Élise. Je l'ai donné avec d'autres matériels quand j'ai renoncé à l'université. La révélation dynamisa l'équipe. Si le cahier existait encore, il pourrait contenir la preuve définitive que le code utilisé à l'IAS provenait du projet d'Élise. Mais plus que cela, il pourrait révéler exactement comment Marcel et Richard avaient adapté et transformé un logiciel d'accessibilité en quelque chose de bien plus sinistre. L'ancien lycée national était resté pratiquement inchangé, comme si le temps avait hésité à toucher ces murs de briques apparentes. Élise, accompagnée de Sophie et de 2 agents déguisés, franchit le portail principal peu après 5 heures du matin. Jean coordonnait l'opération à distance, maintenant le contact par des communicateurs discrets. La bibliothécaire, Madame Martin, arrivait toujours tôt pour organiser les livres avant le début des cours, expliqua Élise tandis qu'ils marchaient dans les couloirs silencieux. J'espère que certaines choses n'ont pas changé. Comme pour répondre à son attente, une douce lumière émanait de la bibliothèque. À travers les portes vitrées, il pouvait voir une dame aux cheveux gris organisant méthodiquement une pile de livres. « Madame Martin !» appela doucement Élise après être entrée. La bibliothécaire ajusta ses lunettes, étudiant le visage d'Élise pendant quelques secondes avant d'ouvrir un sourire de reconnaissance. « Élise ? Élise Laurent ? Mon Dieu, combien de temps ? Tu as disparu après ce concours. »« C'est une longue histoire, » répondit Élise, sentant le poids des souvenirs. « En fait, j'ai besoin de votre aide. Vous souvenez-vous quand j'ai donné mes documents scolaires ? » « Comment pourrais-je oublier ?» répondit Madame Martin, laissant les livres de côté. « C'était le jour où tu as renoncé à ta bourse d'études. Je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un d'aussi brillant. »« Les cahiers, » interrompit doucement Élise. « Sont-ils encore ici ?» La bibliothécaire réfléchit un moment. « Ah, oui, ils sont dans la section des documents historiques. Tu sais, j'ai toujours trouvé tes exercices de mathématiques fascinants, si complexes. Parfois, je prends ce cahier quadrillé pour montrer aux élèves comme exemple de dévouement. » Le cœur d'Élise s'accéléra. Le cahier quadrillé. Il est toujours là ? Bien sûr. En fait, la semaine dernière, un homme est venu le demander. Il a dit qu'il était chercheur, étudiant les méthodes d'enseignement des années précédentes. Mais je n'ai pas permis qu'il l'emporte. Tu sais comme je suis avec mes livres et documents. Sophie et Élise échangèrent des regards significatifs. Quelqu'un d'autre était à la recherche du cahier. Madame Martin les conduisit jusqu'à une salle au fond de la bibliothèque. Des étagères du sol au plafond gardaient des décennies d'histoire scolaire. Avec la précision de quelqu'un qui connaît chaque centimètre de son domaine, la bibliothécaire alla directement à une boîte spécifique. « Voici, » dit-elle, sortant un cahier usé à couverture bleue. « J'ai toujours trouvé curieux la façon dont tu organisais les exercices. Chaque problème avait un schéma spécifique, presque comme un code, » compléta Élise, prenant le cahier d'une main tremblante. Feuilletant les pages jaunies, Élise se sentait transportée dans le temps. Chaque équation, chaque séquence, numérique apparemment aléatoire, contenait des morceaux de son logiciel original. C'était son travail de plusieurs années, préservé dans un langage que seule elle pouvait complètement déchiffrer. « Jean !» appela-t-elle par le communicateur. « Je vous envoie des photos des pages. Pouvez-vous voir un motif ?» Après quelques minutes d'analyse, la voix de Jean résonna excitée dans le communicateur.
C'est brillant, Élise. Vous avez transformé des variables en équations, des boucles en séquences de Fibonacci. C'est un système de codage complet. Et il y a plus, dit Élise, arrivant aux dernières pages. Voici la preuve dont nous avions besoin. La date de la dernière entrée est postérieure à l'inscription du projet de Marcel au concours. Mon code original était déjà développé avant qu'il présente le sien. Sophie photographiait méthodiquement chaque page, tandis qu'Élise expliquait à Madame Martine une version simplifiée de la situation. La bibliothécaire, bien que surprise, ne semblait pas totalement choquée. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans ce concours », avoua-t-elle. La semaine avant la présentation finale, j'ai vu Marcel et son frère ici tard dans la nuit. J'ai trouvé ça étrange, mais elle hésita. Le lendemain, j'ai remarqué que certains livres de programmation étaient en désordre. Je n'ai jamais pensé que, tandis qu'il retournait à Horizon Tech, Jean travaillait frénétiquement au décodage du contenu du cahier. Chaque page révélait plus de détails du projet original d'Élise, prouvant non seulement la paternité du code, mais aussi sa véritable finalité. « C'est incroyable », commenta Jean via le communicateur. « Votre logiciel n'était pas seulement pour l'accessibilité. C'était un système complet de traduction et d'interprétation de modèles. La façon dont vous avez structuré la reconnaissance vocale et la conversion de commandes, c'était des années en avance sur son temps. » Élise ressentit un mélange de fierté et de tristesse. C'était pour aider des personnes comme ma tante Claire, qui était malvoyante. Je voulais créer quelque chose qui lui permettrait d'utiliser des ordinateurs de façon plus naturelle, plus intuitive. Et ils ont transformé cela en un outil d'espionnage, compléta Sophie, sa voix chargée d'indignation. Ils ont pris un projet à but social et ont complètement déformé sa finalité. Une alerte retentit dans le communicateur. C'était Gabriel Dupont, sa voix tendue. Nous avons du mouvement à l'IAS. Plusieurs personnes arrivent en dehors des heures normales. Et nous venons de confirmer, Richard Rivière est parmi eux. Ils ont dû découvrir l'existence du cahier, dit Jean. Nous devons agir rapidement. À ce moment, Élise reçut un nouveau message. C'était une autre photo de sa mère, cette fois la montrant près d'une fenêtre. Le détail crucial. Elle portait non seulement la broche papillon, mais aussi un ancien collier qu'Élise reconnut immédiatement. « Le collier », murmura-t-elle. « C'est celui que je portais le jour de la présentation du projet. Ma mère nous dit qu'il est temps d'affronter le passé. » Sophie coordonna rapidement son équipe via le communicateur, tandis que la voiture dans laquelle il se trouvait changeait de direction, se dirigeant maintenant vers le complexe de l'IAS. Jean continuait à transmettre des informations en temps réel. « Les accès au système principal d'Horizon Tech augmentent », rapporta-t-il. « Ils essaient de forcer l'entrée par plusieurs points. C'est comme s'ils cherchaient quelque chose de spécifique. » Le projet Aurore, conclut Élise. Mais ce n'est pas seulement ça. Ils ont dû réaliser qu'ils ont perdu le contrôle de la situation. Ils essaient d'effacer les traces. Le complexe de l'IAS apparut devant eux, ces installations modernes contrastant avec le ciel qui commençait à s'éclaircir. Des caméras de sécurité surveillaient chaque centimètre du périmètre, mais Élise savait qu'il y avait plus en jeu que de la simple surveillance physique. « Jean », appela-t-elle, une idée prenant forme dans son esprit. « Vous vous souvenez ? Comment fonctionnait mon logiciel original? La façon dont il traduisait les modèles vocaux en commande. Oui, c'était révolutionnaire pour l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû maintenir la structure de base du code. Si nous pouvons accéder au système de sécurité de l'Institut, nous pouvons utiliser votre propre code contre eux, compléta Jean, comprenant le plan. Élise, vous êtes brillante. Je vais commencer l'adaptation tout de suite. Sophie, qui avait reçu de nouvelles informations via ses canaux, ajouta « Nous avons confirmation de mouvement dans le sous-sol de l'Institut. Plusieurs signatures thermiques dans un motif circulaire. »« Une salle de serveur, » dit Élise. « C'est là qu'ils doivent garder ma mère, près des équipements où ils peuvent tout surveiller. » À ce moment, un autre message arriva sur le téléphone d'Élise. Ce n'était pas une photo ou une vidéo cette fois, mais un simple texte. « Le papillon est prêt à voler. » C'était la voix de sa mère, claire et directe, utilisant le code qu'elles avaient développé ensemble au fil des ans. « Elle nous dit qu'elle est prête à agir », traduisit Élise, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. « Mais nous devons être rapides. Connaissant ma mère, elle doit avoir son propre plan. » Le plan commença à être exécuté avec une précision millimétrique.
Tandis que Sophie coordonnait son équipe pour encercler discrètement le périmètre de l'IAS, Jean travaillait frénétiquement pour adapter le code original d'Élise au système de sécurité de l'Institut. « C'est fascinant », commenta Jean via le communicateur. « Votre code a une structure si élégante qu'il est presque comme s'il était vivant, s'adaptant naturellement à de nouveaux environnements. » Élise, maintenant vêtue d'un uniforme de technicienne de maintenance, se préparait à entrer dans le complexe avec une équipe spécialisée. Sa connaissance du code et son expérience à passer inaperçue seraient fondamentales. « Système de caméra piraté », annonça Jean. « Vous aurez exactement 4 minutes avant que la sauvegarde automatique n'entre en action. » Sophie distribua les derniers communicateurs spéciaux. Souvenez-vous, une fois à l'intérieur, maintenez un contact minimal. Toute transmission peut être tracée. Élise ajusta son faux badge et respira profondément. Des années à travailler dans l'ombre lui avaient appris l'art de l'invisibilité. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle choisissait d'être invisible. La première partie du plan fonctionna parfaitement. L'équipe se divisa en 3 groupes, chacun entrant par un accès différent pendant le changement de quart. Élise, avec 2 agents déguisés, se dirigea vers le secteur de maintenance. « Signal thermique confirmé », chuchota Sophie par le communicateur. « Sous-sol secteur E, près des serveurs principaux. » Élise connaissait bien ce type d'environnement. Comme l'étage de direction d'Horizon Tech, les lieux qui abritaient des équipements importants suivaient des modèles prévisibles de sécurité. Et comme toujours, personne ne prêtait beaucoup d'attention au personnel de maintenance. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Les lumières du couloir clignotèrent 3 fois en séquence. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu sembler une simple défaillance du système électrique. Mais Élise reconnut immédiatement le motif. « C'est ma mère », murmura-t-elle dans le communicateur. « 3 clignotements, c'est notre code pour Jaji. » Élise, la voix de Jean résonna urgente. « Il se passe quelque chose dans les serveurs. Quelqu'un lance une séquence de commandes que je n'ai jamais. » Il s'arrêta brusquement. Sur les moniteurs de sécurité, toutes les caméras commencèrent à afficher le même motif, un code binaire qui se répétait à l'infini. « C'est... » Jean semblait stupéfait. « C'est votre code original, mais modifié, adapté, c'est comme si quelqu'un avait perfectionné la structure de base et l'avait transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe. » Élise sentit un sourire se former sur ses lèvres. « Ma mère, dit-elle avec fierté. Elle n'est pas restée assise à attendre tout ce temps. Elle a étudié, appris. » Les souvenirs inondèrent en son esprit. Sa mère, toujours curieuse de ses projets, posant des questions, lui demandant d'expliquer chaque détail du code, les livres de programmation qu'Élise avait laissés derrière elle et que sa mère avait soigneusement conservés. Les longues nuits où elle la trouvait éveillée, penchée sur des notes. « Elle n'est pas seulement une otage », conclut Élise. Elle s'est préparée pour ce moment. Le système de sécurité de l'Institut commença à présenter des défaillances systématiques. Des portes qui auraient dû être verrouillées s'ouvraient d'elles-mêmes, tandis que d'autres se fermaient de façon inattendue. C'était comme si le bâtiment lui-même était vivant, répondant à une commande invisible. « Mouvement détecté », alerta Sophie. « Marcel vient d'arriver avec 3 autres hommes. Il se dirige vers le sous-sol. Et Richard envoie des commandes. Frénétiques depuis le centre de sécurité, compléta Jean. Ils essaient de reprendre le contrôle du système, mais c'est impressionnant. Chaque tentative est bloquée par une contre-mesure qui semble anticiper leur mouvement. » Élise avançait dans les couloirs avec une détermination renouvelée. Sa mère n'était pas seulement une victime dans cette histoire, elle était une participante active, utilisant les propres outils de ses ravisseurs contre eux. Le code qu'Élise avait créé pour aider des personnes remplissait enfin son objectif original, même si d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le sous-sol de l'Institut était un labyrinthe de couloirs climatisés, conçu pour maintenir les serveurs à une température idéale. Élise et son équipe avançaient avec prudence, guidés tant par les signaux thermiques que par les motifs de lumière qui continuaient à clignoter dans des séquences significatives. Salle de contrôle. Principal à 50 mètres, informa Sophie par le communicateur. Marcel et ses hommes approchent par le couloir ouest. Jean surveillait la situation via les systèmes piratés.
Le code de Madame Solange les tient occupés. Chaque fois qu'ils tentent de reprendre le contrôle, elle redirige les protocoles de sécurité. C'est comme une partie d'échecs. Numérique. Élise ne put s'empêcher de ressentir de la fierté. Sa mère, qui avait toujours montré de l'intérêt pour ses projets, avait transformé cet intérêt en connaissances pratiques. Pendant tout le temps où elle était entre les mains de ses ravisseurs, elle étudiait, apprenait, se préparait. Un nouveau motif de lumière attira son attention. 2 clignotements longs, un court, 2 longs. « Attention », traduisit Élise. Elle nous avertit de quelque chose. À peine avait-elle fini de parler qu'un groupe d'agents de sécurité apparut dans le couloir latéral. Avant qu'ils ne puissent réagir, les portes coupe-feu se fermèrent, automatiquement les isolant. « Votre mère est incroyable », s'exclama Jean. « Elle utilise le système de sécurité comme un échiquier, déplaçant les pièces pour nous protéger. » En s'approchant de la salle de contrôle, Élise pouvait entendre des voix exaltées. Elle reconnut immédiatement le ton autoritaire de Marcel. « Comment fait-elle ça ? Il est impossible que quelqu'un ait appris tout le système en si peu de temps. »« Le code de base est le sien », répondit la voix qu'Élise identifia comme étant celle de Richard. « Ou plutôt celui de sa fille. Nous l'avons simplement modifié et étendu au fil des ans. » Elle a dû reconnaître les modèles. « Taisez-vous tous les deux », une troisième voix interrompit. « Nous devons reprendre le contrôle avant que... » La phrase fut interrompue par le son de toutes les portes de la salle s'ouvrant simultanément. Élise, avec son équipe et les agents de Sophie, entra dans l'environnement au même moment où Marcel et ses hommes arrivaient de l'autre côté. Au centre de la salle, assise calmement devant plusieurs moniteurs, se trouvait Madame Solange. Ses doigts dansaient sur un clavier avec la précision de quelqu'un qui connaissait intimement chaque commande. « Ah, enfin !» dit-elle, sans quitter des yeux les écrans. Je commençais à me lasser de jouer avec eux. Marcel sortit une arme, mais avant qu'il ne puisse la pointer, un système de confinement automatique fut activé, l'immobilisant avec ses complices grâce à des barrières de sécurité qui émergèrent du plafond. « Ce truc de pointer des armes sur les autres, » commenta Madame Solange, se tournant finalement pour le regarder, « est aussi prévisible que votre code mal écrit. Vous savez, pendant ces semaines, j'ai eu beaucoup de temps pour étudier non seulement le système, mais aussi les registres historiques. Vous n'avez jamais été vraiment brillant, Marcel. Vous avez toujours eu besoin de voler les idées des autres. » Élise courut pour étreindre sa mère, tandis que Sophie et son équipe prenèrent le contrôle de la situation. Jean, toujours connecté par le communicateur, ne parvenait pas à contenir son enthousiasme. « Madame Solange, vous êtes phénoménale. La façon dont vous avez adapté le code original, c'est simplement brillant. »« Oh mon cher, » répondit-elle. En souriant, « Quand vous passez des années à voir votre fille développer quelque chose de si spécial, vous finissez par apprendre une chose ou deux. J'avais juste besoin de temps et de motivation pour mettre tout en pratique. » Marcel, toujours prisonnier de la barrière de sécurité, maintenait son air arrogant. « Vous n'avez aucune preuve. C'est notre parole contre celle d'une femme de ménage et... » « En fait, interrompit Élise, nous avons le cahier. Mon cahier du lycée avec tout le code original daté et documenté. Et maintenant, nous avons aussi tous les registres du système de l'Institut montrant exactement comment. Vous avez modifié et utilisé mon travail au fil des ans. » La salle de contrôle de l'IAS s'était transformée en épicentre d'une opération qui allait bien au-delà du sauvetage de Madame Solange. Tandis que Sophie coordonnait l'arrestation de Marcel et de ses complices, Jean travaillait à distance pour s'assurer que toutes les preuves numériques soient préservées. « Les serveurs regorgent d'informations », rapporta Jean par le communicateur. « Ce n'est pas seulement votre code qu'ils ont volé, Élise. Il y a des projets de dizaines d'autres développeurs, tous modifiés et utilisés sans autorisation. » Madame Solange, toujours assise à son poste de travail, continuait à surveiller les systèmes. « Pendant ma captivité, j'ai eu accès à beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Chaque ligne de code, chaque projet volé, tout a été enregistré. » Élise observait sa mère avec un mélange d'admiration et de curiosité. « Thus, comment as-tu réussi à apprendre tout ça si vite ?» Un doux sourire se forma sur les lèvres de Madame Solange. « Ma fille, tu crois que j'assistais simplement à ta programmation toutes ces années? Chaque fois que tu expliquais ton projet, chaque ligne de code que tu commentais à voix haute pendant que tu travaillais, j'absorbais tout. J'avais juste besoin de temps pour mettre ces connaissances en pratique. » Richard,
qui jusque-là était resté silencieux, laissa échapper un rire amer. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu ici. C'est bien plus grand qu'un simple vol de code. »« Oh, nous comprenons parfaitement, » répondit Madame Solange, tournant sa chaise pour lui faire face. « Vous avez créé un réseau international d'espionnage industriel. Le code d'Élise, développé pour aider les personnes handicapées, vous l'avez transformé en un outil d'intrusion et de contrôle. » Sophie, qui venait de recevoir de nouvelles informations sur sa tablette, ajouta « Nous venons de recevoir confirmation. Tech Vision n'est pas la seule entreprise impliquée. Il existe des connexions avec des sociétés d'au moins 5 pays différents. Et chaque centime gagné avec cela est documenté, » compléta Madame Solange, accédant à une nouvelle série de fichiers. « Transfert, contrat déguisé, société fantôme. J'ai tout trouvé pendant qu'il pensait que j'étais juste une dame effrayée. » Gabriel Dupont, qui était arrivé dans la salle accompagné d'Albert Valéry, observait tout avec une expression grave. Cela explique les attaques que d'autres entreprises du secteur subissaient. Ce n'était pas seulement de la concurrence déloyale, c'était une opération coordonnée. Élise s'approcha de Marcel, qui conservait son air de supériorité même détenue. « Tu n'as jamais changé, n'est-ce pas? Depuis le lycée, toujours à penser que tu pouvais prendre ce que tu voulais aux autres. Tu n'es qu'une femme de ménage, cracha-t-il. Tu ne comprendras jamais comment le monde fonctionne réellement. »« Non, Marcel, » répondit Élise, sa voix calme mais ferme. « C'est toi qui n'as jamais compris. Pendant que tu volais les idées des autres, j'apprenais la valeur du travail honnête. Chaque nuit que j'ai passée à nettoyer ces couloirs m'a appris plus sur la dignité que tu n'en comprendras jamais. » Jean interrompit via le communicateur. « Élise, vous devez voir ça, j'envoie sur l'écran principal. » Sur les moniteurs apparut une série de documents datant de plusieurs années. C'est d'ailleurs des registres du lycée, incluant des emails et des messages échangés entre Marcel, Richard et d'autres personnes. Ils planifiaient cela depuis le début, expliqua Jean. Le concours de technologie n'était que le commencement. Ils avaient déjà des connexions avec des entreprises intéressées par les technologies de surveillance. Votre projet d'accessibilité, Élise, a été le premier de nombreux qu'ils ont volé et corrompu. L'ambiance dans la salle de contrôle devenait de plus en plus tendue à mesure que de nouvelles révélations émergeaient. Jean continuait à envoyer des documents et des registres qui prouvaient des années d'activités illicites, tandis que Sophie organisait des équipes pour s'assurer qu'aucune preuve ne soit perdue. « Vous devez voir ceci », appela Madame Solange, accédant à un dossier protégé dans le système. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en fouillant dans les anciens fichiers. Tu te souviens de Tante Claire, Élise, le logiciel que tu as créé pour l'aider ?» Élise s'approcha du moniteur, sentant son cœur se serrer au souvenir de sa tante, qui l'avait tant inspiré à créer le projet d'accessibilité. « Ils n'ont pas seulement volé ton code, » continua Madame Solange, sa voix chargée d'indignation. « Ils ont activement empêché que des technologies similaires soient développées par d'autres. Il y a des registres de dizaines de projets prometteurs qui ont été sabotés ou achetés, puis mis au placard. » Gabriel Dupont examina les documents, avec une inquiétude croissante. Ils ont créé un monopole à l'envers. Au lieu de développer des technologies pour aider les gens, ils ont utilisé leurs connaissances pour empêcher que d'autres le fassent. Et ils en ont tiré des millions, ajouta Sophie, analysant les registres financiers. Chaque projet volé, chaque technologie supprimée, générait des contrats lucratifs avec des entreprises intéressées par l'espionnage corporatif. Élise ressentit un mélange de colère et de tristesse. Son projet, né du désir d'aider des personnes comme sa tante, avait été transformé en quelque chose qui faisait exactement l'opposé. « Mais maintenant, nous avons tout documenté », dit Jean par le communicateur. « Chaque ligne de code, chaque transaction, chaque conspiration. Et le plus important, nous avons la preuve que le code original est le vôtre, Élise. » À ce moment, Albert Valéry s'approcha d'Élise avec une « Hey », expression sérieuse. « Mademoiselle Laurent, au nom du conseil d'Horizon Tech, j'aimerais faire une proposition. » La salle devint silencieuse, tandis qu'il continuait. « Nous aimerions reprendre votre projet original. Non seulement cela, nous voulons que vous dirigiez une nouvelle division dans l'entreprise axée sur les technologies d'assistance. Votre code, utilisé de la manière dont il a été conçu à l'origine, peut aider des milliers de personnes. » Élise regarda sa mère, qui souriait avec fierté. Madame Solange acquiesça doucement,
comme elle le faisait toujours lorsqu'elle soutenait les décisions de sa fille. « À une condition, répondit Élise. Je veux que ma mère fasse partie de l'équipe. Elle a prouvé qu'elle a un talent naturel pour la programmation et personne ne connaît mieux le code qu'elle. » « En fait, interrompit Madame Solange avec un sourire malicieux, j'ai apporté quelques améliorations à ton algorithme original pendant que j'étais hébergé ici. Je pense que tu vas aimer les modifications. » La tension dans la salle fut brisée par des rires soulagés. Même Sophie, toujours sérieuse, ne put contenir un sourire. « Alors c'est décidé, » conclut Dupont. « Dès que toute cette situation sera légalement résolue, nous lancerons le projet. Et quant à vous, » il se tourna vers Marcel et Richard. « Je pense que vous avez beaucoup à expliquer aux autorités. » C'est à ce moment que Jean fit une découverte encore plus surprenante. « Élise, il y a quelque chose ici que vous devez voir. Dans les fichiers les plus anciens, il y a des registres d'autres élèves de votre lycée. Il semble que vous n'ayez pas été leur première victime. » La découverte de Jean ouvrit une nouvelle dimension dans l'enquête. Sur les moniteurs de la salle de contrôle, une série de fichiers révélait une histoire bien plus grande qu'il n'imaginait. Élise reconnut plusieurs noms, d'anciens camarades d'école, des jeunes talentueux qui, comme elle, avaient disparu de la scène technologique de façon mystérieuse. Anne-Louise Martin, lut Élise à voix haute. Elle a développé un système d'irrigation intelligent en secondes. Elle s'est démarquée dans toutes les foires scientifiques, puis elle a simplement tout abandonné. Charles-Édouard Saunier, continua Jean par le communicateur. Il a créé une application d'éducation financière pour les communautés défavorisées. Le projet a même été présenté lors d'un congrès international, mais n'a jamais été mis en œuvre. Madame Solange, qui continuait à explorer les fichiers, fit une découverte encore plus troublante. Regardez ça, des emails entre Marcel et des entreprises intéressées à garantir l'exclusivité sur le marché. Ils ne volaient pas seulement les idées, mais empêchaient activement ces jeunes talents de se développer. Sophie, qui coordonnait la collecte de preuves, ajouta « Nous avons trouvé des registres de paiement, des bourses d'études mystérieusement annulées, des opportunités d'emploi qui disparaissaient au dernier moment. Toute une génération d'innovateurs, murmura Gabriel Dupont, sa voix chargée de regrets. Combien de vies ont été affectées? Combien d'idées qui auraient pu changer le monde ont été étouffées? » Élise sentit le poids de cette révélation. Ce n'était pas seulement son histoire personnelle d'injustice, c'était une partie d'un schéma bien plus vaste, qui avait volé rêves et opportunités à des dizaines de jeunes talentueux. « Nous devons faire quelque chose pour eux aussi, » dit-elle déterminée. « Nous ne pouvons pas simplement aller de l'avant en sachant cela. » Albert Valéry, qui était resté silencieux en absorbant les informations, fit un pas en avant. Peut-être pouvons-nous élargir notre proposition initiale. Au lieu de simplement une division de technologie d'assistance, nous pouvons créer un programme complet d'innovation sociale. Un centre de développement, compléta Dupont, comprenant l'idée, où tous ces talents perdus peuvent avoir une nouvelle chance. Madame Solange sourit, tapant toujours des commandes sur son terminal. Et je viens de trouver quelque chose qui pourrait aider. Ils n'ont pas seulement gardé les projets volés, ils ont conservé des copies complètes, avec toute la documentation originale. Jean confirma rapidement l'information. C'est vrai, tous les projets sont là, intacts. Ils gardaient tout archivé, probablement pour s'assurer que personne d'autre ne développe quelque chose de similaire. Nous pouvons rendre ces projets à leurs créateurs originaux, suggéra Élise. Non seulement ça, nous pouvons offrir la structure et le soutien qu'ils n'ont jamais eu. Sophie, qui venait de recevoir une nouvelle information sur son communicateur, interrompit. Nous avons une autre situation. Plusieurs des anciens élèves identifiés dans les archives commencent à prendre contact. Il semble que la nouvelle de ce qui s'est passé ici se répande déjà. Et il y a plus, ajouta Jean. Je reçois des messages de développeurs du monde entier. Des personnes qui ont vu leur projet bloqué ou saboté par le réseau de Marcel et Richard. C'est comme si un barrage s'était rompu. Élise observait les moniteurs, où une liste croissante de noms et de projets se déployait. Chaque entrée représentait une histoire interrompue, un rêve reporté, une innovation étouffée. Mais maintenant, il y avait une chance de réécrire ce chapitre. « Je pense que nous avons trouvé notre véritable mission, dit-elle, se tournant vers Dupont et Valéry.
Il ne s'agit pas seulement de récupérer mon projet ou d'exposer une conspiration. Il s'agit de restaurer des possibilités. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Tandis que Sophie coordonnait le processus légal avec les autorités, des équipes techniques travaillaient pour s'assurer que chaque octet d'informations soit préservé et documenté de manière adéquate. Élise, sa mère et Jean se concentraient sur l'organisation et le catalogage des projets récupérés. C'est incroyable comme chacun de ces projets avait un objectif social clair, observa Madame Solange, analysant les fichiers. Technologie pour l'agriculture durable, système d'éducation adaptative, solutions pour la mobilité urbaine, et tous ont été systématiquement supprimés, compléta Jean par le communicateur. Mais regardez ça, je croise les données. Des projets originaux avec des brevets déposés ces dernières années. Plusieurs grandes entreprises ont développé des technologies similaires, toujours quelques mois après que chaque projet ait été mis au placard. Gabriel Dupont, qui avait passé les dernières heures en réunion d'urgence avec le conseil d'Horizon Tech, revint dans la salle avec des nouvelles. Le conseil a approuvé à l'unanimité. Nous allons créer le Centre d'innovation sociale et de technologie inclusive. Élise, nous voulons que vous dirigiez le projet. Moi ? Demanda Élise, surprise. Mais je n'ai pas de formation formelle, ni d'expérience en gestion. Vous avez quelque chose de bien plus précieux, interrompit Valérie. Intégrité, vision sociale et une compréhension profonde de l'impact que la technologie peut avoir sur la vie des gens. De plus, votre histoire personnelle est un témoignage de ce que nous voulons combattre et transformer. Madame Solange serra la main de sa fille. Et tu ne seras pas seule. Il y a toute une communauté d'innovateurs qui attend de contribuer. Comme pour confirmer ses paroles, Jean annonça « Les réponses ne cessent d'arriver. Développeurs, programmeurs, chercheurs, des personnes qui ont vu leurs idées volées ou supprimées se manifestent. Certains offrent déjà leur soutien et leur mentorat pour de nouveaux projets. Sophie, qui supervisait le transfert de Marcel et Richard à la garde des autorités, ajouta « Et les preuves que nous avons recueillies ici vont garantir que ce type de système ne se reproduise pas si facilement. » Élise observait l'activité dans la salle avec un mélange d'émotions. En moins de 48 heures, sa vie avait complètement changé. D'agent d'entretien invisible à directrice d'un projet qui pourrait transformer des vies. « Il y a encore une chose », dit Dupont, un sourire discret se formant sur son visage. « Le conseil a insisté pour que votre première action, en tant que directrice, soit de reprendre vos études. Vous aurez une bourse complète pour étudier le design graphique, comme vous en avez toujours rêvé. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage d'Élise. Madame Solange l'étreignit, également émue. « Et nous ne pouvons pas oublier vous, Madame Solange, continua Dupont. Vos compétences en programmation sont impressionnantes. Nous aimerions que vous dirigiez notre équipe de sécurité numérique. Seulement, si je peux continuer à perfectionner le code de ma fille, répondit-elle avec un sourire espiègle. J'ai encore quelques idées pour améliorer ce système d'accessibilité. Jean, qui continuait à surveiller les répercussions, partagea d'autres nouvelles. Vous ne croirez pas, mais l'histoire est déjà en train de devenir virale sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme Tech Justice et Innovation pour tous sont en tendance. Et ce n'est que le début, dit Élise, sa voix ferme. Chaque projet récupéré, chaque rêve restauré sera un pas dans la bonne direction. Nous allons transformer cette histoire de vol et de suppression en un mouvement d'innovation et d'inclusion. 3 mois s'étaient écoulés depuis les Unsaesans, événements à l'Institut d'automatisation d'entreprise. L'ancien étage de direction d'Horizon Tech avait été complètement transformé. Là où Élise nettoyait autrefois des couloirs silencieux pendant la nuit, bouillonnait maintenant un environnement vibrant d'innovation et de créativité. Le Centre d'innovation sociale et de technologie inclusive occupait tout le 40e étage. De grandes baies vitrées, autrefois symbole d'une barrière invisible entre les mondes, permettaient maintenant à la lumière naturelle d'illuminer des espaces collaboratifs où développeurs, designers et chercheurs travaillaient ensemble. Élise, vêtue d'un blazer professionnel sur un t-shirt arborant le logo du centre, dirigeait une réunion avec Anne-Louise Martin et Charles-Édouard Saunier, 2 des talents redécouverts grâce aux archives récupérées. Le système d'irrigation intelligent d'Anne-Louise est déjà en phase de test dans 3 communautés rurales, expliquait Élise, projetant des graphiques sur un écran interactif.
et l'application d'éducation financière de Charles impacte déjà plus de 10 000 familles. Je n'aurais jamais imaginé revenir travailler dans la technologie, confessa Anne-Louise émue. Après ce qui s'est passé au lycée, j'ai cru que mon rêve était terminé. Charles acquiesça compréhensif. C'est surréaliste de penser que nous faisions tous partie du même système de sabotage. Mais regarde-nous. Maintenant, dans le laboratoire principal, Madame Solange coordonnait une équipe de programmeurs, son expérience de vie apportant une perspective unique au développement de solutions technologiques. Le code original d'Élise avait évolué vers une plateforme complète d'accessibilité numérique, incorporant les améliorations que Madame Solange avait implémentées pendant sa captivité. Chaque ligne de code doit avoir un objectif social, disait-elle souvent aux jeunes développeurs. La technologie sans humanité est comme un papillon sans ailes. Jean, devenu directeur technique du centre, entra dans la salle de réunion avec des nouvelles enthousiasmantes. Le programme de mentorat compte déjà plus de 100 inscrits. Ce sont des étudiants de tout le pays qui veulent développer des projets à impact social. Sophie, qui avait maintenu sa connexion avec le projet même après la conclusion de l'enquête, était également présente. Et les preuves que nous avons recueillies ont conduit à la découverte de systèmes similaires dans d'autres pays. Nous créons un réseau international de protection de l'innovation sociale. Élise observait tout avec un mélange de fierté et de gratitude. Sur son bureau, un cadre photo affichait une vieille image. Elle, adolescente, tenant un trophée, de deuxième place d'une foire scientifique du collège. À côté, son diplôme fraîchement encadré du premier semestre de design graphique brillait avec la promesse d'un rêve repris. « Parfois, je me surprends encore à penser », commenta-t-elle avec sa mère pendant un moment tranquille. « Comment ? Tout a changé à cause d'une conversation que j'ai entendue pendant ma ronde de nettoyage. » Madame Solange sourit, ajustant la broche papillon qu'elle portait maintenant comme symbole du département de sécurité numérique. « Ce n'était pas seulement la conversation, ma fille, c'était ton courage d'agir, même quand le monde semblait conspirer contre toi. »« Et nous ne faisons que commencer, » répondit Élise, observant à travers les grandes baies vitrées la ville qui s'étendait en contrebas. Chaque projet récupéré, chaque nouveau talent découvert est une pièce dans la construction d'un avenir plus juste et inclusif. À ce moment, une notification retentit sur les ordinateurs du centre. C'était le premier test public du logiciel d'accessibilité perfectionné. Sur l'écran principal, des dizaines d'utilisateurs aux besoins spécifiques différents commençaient à interagir avec la plateforme, leurs expériences étant surveillées en temps réel. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes oranges et roses, tandis qu'Élise organisait les derniers détails pour l'événement d'inauguration officiel du Centre d'innovation sociale et de technologie inclusive. L'auditorium du 40e étage, autrefois réservé uniquement aux réunions de direction, était maintenant rempli de personnes d'origine et d'histoires différentes. Au premier rang, Madame Solange ajustait fièrement sa broche papillon, symbole devenu la marque déposée du centre. À ses côtés, Jean finalisait la présentation qui montrerait les premiers résultats des projets récupérés et revitalisés. « Nerveuse ?» demanda Sophie, qui était devenue une amie proche ces derniers mois. Élise respira profondément, ajustant le microphone sur son blazer. « Un peu. Ça semble encore irréel d'être ici, sur le point de parler à toutes ces personnes. Il y a 4 mois, je nettoyais ce même auditorium. » L'événement commença avec Gabriel Dupont faisant une introduction émouvante. Il parla de transformation, de comment une employée de nettoyage n'avait pas seulement sauvé l'entreprise d'un sabotage, mais avait également révélé un système qui avait étouffé des innovations sociales pendant des années. Quand vint son tour de parler, Élise marcha jusqu'à la scène avec la même détermination qui l'avait amenée à affronter Marcel quelques mois plus tôt. Elle regarda l'audience, reconnaissant des visages qui auparavant n'étaient que des noms dans des fichiers volés, inventeurs, programmeurs, rêveurs qui avaient récupéré leurs projets et leur dignité. « Il y a quelques mois, j'étais invisible, » commença-t-elle. « Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu mes rêves interrompus par des personnes qui croyaient pouvoir déterminer qui méritait ou non d'avoir une voix dans le monde de la technologie. Mais aujourd'hui, nous réécrivons cette histoire. » Sur l'écran derrière elle, des images montraient les projets en développement, le système d'irrigation d'Anne-Louise étant mis en œuvre dans des communautés rurales, l'application d'éducation
financière de Charles transformant des vies et des dizaines d'autres initiatives qui prenaient enfin vie. Le centre n'est pas seulement un espace de développement technologique, poursuivit-elle. C'est un symbole de résistance et de transformation. Chaque ligne de code écrite ici, chaque projet développé, porte en soi l'ADN de l'inclusion et de la justice sociale. Madame Solange, depuis sa place dans l'audience, souriait avec des larmes aux yeux. Sa fille, qui n'avait jamais renoncé à ses principes, même dans les moments les plus difficiles, dirigeait maintenant une révolution silencieuse dans un monde de la technologie. Et nous ne devons pas oublier, ajouta Élise, sa voix chargée d'émotion, que parfois les plus grandes transformations commencent dans les endroits les plus improbables. Une agent d'entretien qui rêvait de design graphique. Une mère qui a appris la programmation pour protéger sa fille. Un technicien de maintenance qui n'a jamais perdu son intégrité. L'événement culmina avec le lancement officiel de la plateforme d'accessibilité, désormais étendue et perfectionnée. Dans la démonstration en direct, des utilisateurs de tout le pays partageaient leurs expériences, montrant comment la technologie remplissait réellement son objectif original, aider les personnes. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Élise resta dans l'auditorium maintenant vide, observant la ville illuminée à travers les grandes fenêtres. Jean, qui était resté pour organiser les derniers détails techniques, s'approcha. « Vous savez ce qui est le plus incroyable, dit-il. Tout cela a commencé parce que vous avez décidé de ne pas être invisible. » Élise sourit, touchant. La petite broche papillon